Les rues étaient inhabituellement calmes pour une fin de matinée à Lagos. Le soleil projetait des ombres paresseuses sur les rangées de kiosques dispersés et les stands de pain le long de la route. Chuka Obi était assis à l'arrière de son luxueux SUV noir, une voiture qui semblait déplacée dans ce quartier. Il avait seulement demandé à son chauffeur de prendre cet itinéraire à cause des embouteillages plus loin. Mais maintenant, alors que la voiture ralentissait près d'un trottoir poussiéreux, quelque chose attira son attention. Il regarda à travers la vitre teintée, puis la baissa lentement pour mieux voir. Là, se tenait une jeune fille d'accent grave peine 21 ans, sa peau sombre luisant sous le soleil, pieds nus derrière une table en bois branlante garnie de pain frais. Mais ce qui retint son attention n'était ni sa résilience ni sa détermination discrète lorsqu'elle souriait à un client. C'était le collier. Ce collier, un médaillon en forme de cœur en argent avec une fissure à peine visible au centre. Il l'avait offert à quelqu'un il y a plus de 20 ans. Et, pour autant qu'il sache, elle ne l'avait jamais quitté. Le cœur de Chuka battait à tout rompre. Pendant un instant, il ne put respirer. La posture de la fille, la façon dont elle glissait ses cheveux courts et naturels derrière son oreille, et même la douceur de sa voix, tout cela réveillait quelque chose de profondément enfoui en lui. Il ordonna rapidement à son chauffeur de s'arrêter. « Achète-moi du pain chez elle », dit-il, la voix plus basse que d'habitude. Le chauffeur, perplexe mais obéissant, sortit du véhicule. Chuka resta assis, les yeux rivés sur elle tandis qu'elle enveloppait délicatement un pain dans du plastique et le tendait à une femme avec 2 bambins accrochés à sa jupe. Son sourire était doux, indifférent à la chaleur ou à l'odeur des caniveaux proches. Ce collier, c'était trop précis pour être une coïncidence. Ses mains tremblaient légèrement, posées sur son genou, le souvenir de Grace, la femme à qui il l'avait offert, perçant ses pensées comme une flèche du passé. Cette fille pouvait-elle être sa fille? Non, c'était impossible. Ou peut-être pas. Il sortit de la voiture. Pour un milliardaire connu pour garder ses distances avec le public, cet acte était étrange. Son costume bleu marine impeccablement taillé contrastait avec le sol poussiéreux sur lequel il marchait. Il s'approcha lentement du stand tandis que son chauffeur, tenant le pain, se tenait maladroitement à côté. Chuka ne parla pas tout de suite à la fille. Il se contenta de la fixer, notant comment elle touchait le collier distraitement en souriant. La fille remarqua l'homme qui l'observait et lui adressa un signe de tête courtois, nullement perturbé par sa présence. « Bonjour, monsieur », dit-elle chaleureusement. « Vous voulez du pain ?» Sa voix était mélodieuse, désarmante. Chuka ne répondit pas. Ses yeux s'étaient déjà reportés sur le collier. Il n'était plus sur la route. Il était à Saka, 22 ans plus tôt, regardant une belle jeune fille rire en faisant griller du maïs à côté de sa mère. Il la voyait tenir ce même collier, celui qu'il lui avait offert avant de partir, avant que tout ne change. Et maintenant, devant lui, se tenait une fille qui portait l'écho de cet amour. Une fille qui pourrait détenir une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Cette nuit-là, Chuka ne put dormir. L'image de la fille, Amaka, comme l'avait appris son chauffeur, le hantait. Pas seulement parce qu'elle lui rappelait Grace, mais parce que ce collier ne pouvait tout simplement pas être reproduit. C'était une pièce unique, un cadeau gravé d'une phrase que seule Grace et lui connaissaient, pour chaque hier et chaque demain. Ces mots étaient gravés dans son âme. Il se souvenait de la nuit où il l'avait offert à Grace. Ses yeux scintillaient sous la lune du village, ses lèvres tremblaient alors qu'elle promettait de le garder toujours près d'elle. Et maintenant, des années plus tard, il venait de voir ce même collier sur une fille vendant du pain au bord de la route. Était-ce le destin ou une punition? Pour la première fois depuis des années, il ressentit une douleur inexplicable. Il arpenta son bureau dans sa maison, les doigts crispés dans le dos, le cœur lourd de questions qu'une seule personne pouvait résoudre. Il appela son assistant dès le lendemain matin. « Renseigne-toi sur la fille qui vend du pain sur la rue Kinwell. Elle s'appelle Amaka. Je veux des détails. Famille, passé, tout, » dit-il fermement. L'assistant hésita, mais le ton de Chuka ne laissait place à aucune question. En raccrochant, il se rendit dans son salon privé, fixant un vieil album photo qu'il avait rangé il y a longtemps, rempli d'instantanés d'une vie que sa mère avait tenté d'effacer. Les photos de Grace étaient rares, grâce à la mission acharnée de Lady Obi pour purger son passé, mais il se souvenait d'elle. Mon Dieu, il se souvenait de chaque instant. Grace avait été la seule lumière de sa jeunesse,
la seule personne indifférente à son nom de famille ou à sa fortune. Elle riait de ses blagues maladroites et lui donnait du maïs grillé en échange de sa montre une fois, non pas parce qu'elle la voulait, mais parce qu'elle voulait qu'il reste. Ce seul souvenir lui brisait le cœur maintenant. Et si elle avait eu un enfant? Son enfant? Pendant ce temps, Amaka était assise tranquillement à côté de sa mère dans leur petit appartement d'une pièce. Grace toussait lourdement sur le tapis, sa voix faible mais toujours maternelle. Amaka la nettoyait doucement, puis retira son collier et l'essuya avec soin. « Tu portes encore ce truc tous les jours », murmura Grace. Amaka hocha la tête, les yeux chaleureux. « Parce qu'il est à toi. Tu as dit qu'il venait de quelqu'un de spécial. » L'expression de Grace changea, son regard se perdant sur le mur. « Il me l'a donné avant que tout ne s'effondre », murmura-t-elle. Amaka n'insista pas. Elle savait que sa mère avait des histoires qu'elle ne partageait jamais. Tout ce que Grace lui avait dit, c'était que son père était parti avant sa naissance et n'avait jamais regardé en arrière. Mais ce soir-là, Amaka se demanda quelque chose à propos de la façon dont l'homme riche l'avait regardé plus tôt. Quelque chose dans ses yeux pleins d'émotion. Elle toucha à nouveau le collier. Il semblait plus lourd qu'avant, comme s'il portait une vérité que le monde avait enfouie. Une vérité prête à éclater. 23 ans plus tôt, Naka bourdonnait doucement des sons d'une soirée ordinaire. Shuka, à peine 20 ans à l'époque, se faufilait par l'entrée arrière d'une cour usée, un endroit où il n'avait rien à faire. Sa chemise boutonnée était froissée par le trajet en moto, ses mocassins poussiéreux, son corps empreint de rébellion. Il était le seul fils de Lady Obi, l'une des femmes les plus puissantes de la région Hay. Sa vie était tracée, Yale, puis Oxford, puis un mariage avec la fille d'un sénateur. Mais Shuka n'était pas fait pour les plans. Il était fait pour le mystère. Et il trouva ce mystère le jour où il s'aventura dans les rues bondées d'un quartier pauvre et la vie. Grace, une jeune femme à la peau brune éclatante, aux yeux expressifs, et à l'aura de dignité tranquille, retournant du maïs sur des charbons ardents près du stand de sa mère. Son rire était spontané, sa voix apaisante comme la pluie sur un toit en tôle. Dès cet instant, Shuka fut captivé. Il revenait sans cesse, toujours sous différents déguisements, prétendant être un simple étudiant universitaire. Grace voyait clair dans son jeu, bien sûr. Elle le taquinait. « Tu portes du parfum même quand tu achètes du gari. Tu n'es pas d'ici », disait-elle avec un sourire en coin. Mais elle ne jugeait jamais. En fait, elle l'écoutait, ce que peu de gens faisaient. Ils s'asseyaient au bord de la rivière et parlaient de leurs rêves. Shuka se confiait sur sa vie sous pression, sur l'obsession de sa mère pour l'héritage. Grace partageait des histoires sur la richesse passée de sa famille, jusqu'à ce que son père perde son emploi à la banque et qu'il perde tout. Maintenant, il vivait dans une seule pièce, survivant à peine des ventes de maïs. Mais Grace ne portait pas la pitié. Elle portait la force. Et pour Shuka, elle était la première personne réelle qu'il ait jamais rencontrée. Le jour où il lui offrit le collier fut celui où il réalisa qu'il ne voulait pas vivre sans elle. Il ne fallut pas longtemps pour que les gens commencent à parler. Le riche garçon qui se glissait dans la cour n'était plus invisible. L'un des espions de Lady Obi le suivit un jour et rapporta tout. Cette nuit-là, elle le confronta. « Tu es une honte, dit-elle, la voix glaciale. Tu ne jetteras pas des générations d'héritage pour une fille aux talons crevassés et à la cuisine enfumée. » Mais Shuka s'en moquait. Il cria pour la première fois, lui disant qu'il aimait Grace et personne d'autre. La même semaine, Lady Obi commença à poser des pièges, convoquant Grace aux mentions sous de faux prétextes, tentant de l'intimider, lui offrant même de l'argent pour partir. Grace refusa. Et ainsi commença la guerre, une guerre silencieuse de manipulation, d'argent et de contrôle. Mais pour Shuka et Grace, cela ne fit que les rapprocher, jusqu'au jour où tout changea. Et un mensonge les sépara pendant plus de 2 décennies. Le vent qui soufflait ce soir-là portait l'odeur du maïs grillé, l'odeur du monde de Grace, terreux, honnête, indifférent aux apparences. Shuka arriva tard, sa chemise encore imprégnée de parfums coûteux et de conflits. Mais dès qu'il la vit l'attendant près du banc en bois au bord de la rivière, c'était comme si le poids du monde s'évanouissait. Grace portait une robe bleue simple, décolorée au bord, mais élégante à sa manière. Son sourire illuminait son cœur. Ils n'eurent pas besoin de mots ce soir-là. Pendant des mois, ils avaient dansé autour de leurs sentiments,
toujours prudent pour ne pas franchir la ligne entre une amitié profonde et une dépendance émotionnelle. Mais la tension était devenue trop forte pour être ignorée. Il plongea dans sa poche et en sortit une petite boîte, le cœur battant. À l'intérieur se trouvait un collier en argent, un pendentif en forme de cœur avec les mots « pour chaque hier et chaque demain » gravés à l'intérieur. Les yeux de Grace s'écarquillèrent en le touchant, puis elle leva les yeux vers lui. « C'est trop », murmura-t-elle. « Tu es trop. » Mais Shuka secoua la tête et le passa doucement autour de son cou. « Non, » dit-il. « Tu es tout. » Cette nuit-là, ils s'assirent près de la rivière, sa main frôlant la sienne, leurs voix baissées dans des secrets et des désirs. Grace parlait des choses qu'elle ne disait jamais à personne. Ses peurs, sa honte face à la chute de sa famille, et combien sa mère travaillait dur pour les maintenir à flot. Elle raconta comment son père, autrefois banquier respecté, était tombé en dépression après avoir perdu son emploi. Il buvait, devenait distant, et les avait finalement abandonnés quand elle avait 13 ans. Sa mère, autrefois habituée aux boutiques et aux villas, avait dû apprendre à négocier des oignons au marché. « Mais nous avons survécu », dit-elle avec fierté. « Nous avons trouvé de la joie dans les choses simples. » Shuka restait silencieux, absorbant tout. Sa douleur, sa force, tout cela la rendait plus belle. Pour la première fois de sa vie, il se sentit vraiment vu. Pas comme l'héritier de Lady Obi, pas comme un futur PDG, juste comme un garçon, imparfait et en quête. Et quand ils s'embrassèrent enfin sous les étoiles, c'était comme si l'univers s'était arrêté pour leur offrir cet instant, un goût de pureté avant la tempête. Ils firent l'amour cette nuit-là, pour la première et unique fois, dans un endroit caché sous des palmiers et le silence. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas parfait, mais c'était à eux. Ensuite, Grace posa sa tête sur sa poitrine, traçant des cercles paresseux sur sa peau, murmurant des promesses d'un avenir qu'ils espéraient tous deux. Mais même en la tenant, une ombre planait dans l'esprit de Shuka. La certitude que sa mère ne permettrait jamais cela. Il devait partir à l'étranger dans 2 semaines pour une formation professionnelle qu'il n'avait pas acceptée mais ne pouvait refuser. Il prévoyait de revenir avant la fin du mois et de rendre les choses officielles. Il se battrait pour Grace, quoi qu'il arrive. « Je serai bientôt de retour », lui dit-il, embrassant son front. « Et quand je reviendrai, tu n'auras plus jamais à vendre du maïs. » Grace le crut. Parce que quand Shuka plongeait ses yeux dans les siens, il n'était pas l'héritier d'une dynastie. Il était à elle. Lady Obi se tenait au centre de leur salon comme une reine sur son champ de bataille. Les serviteurs s'alignaient en silence tandis qu'elle jetait les vêtements de Shuka dans une valise ouverte. « Tu pars pour Londres demain », dit-elle sans se retourner vers lui. « Pas de retard, pas de bêtises. » Shuka entra en trombe, les yeux flamboyants. « Tu penses pouvoir m'expédier et tout régler comme ça ?» cria-t-il. « Je l'aime. » Lady Obi éclata d'un rire bas, amer, qui n'atteignit pas ses yeux. « L'amour, » ricana-t-elle. « Tu penses que l'amour construit des empires ? Tu penses que l'amour gardera tes actionnaires loyaux quand ils apprendront que tu cours après une fille de la rue ?» Les mains de Shuka tremblaient. « Ce n'est pas une fille de la rue. Elle s'appelle Grace. » Lady Obi se tourna brusquement. « Elle s'appelle Disgrâce, et tu l'oublieras. » Elle pointa la porte. « Ou sinon, je m'en charge. » D'un claquement de doigts, elle fit signe au serviteur de fermer la valise. Juste comme ça, il était condamné. Sa voix se brisa. « Tu ne peux pas faire ça. » Elle sourit froidement. « Oh, mon cher fils, c'est déjà fait. » Les jours précédant son départ furent remplis d'un silence empoisonné. Lady Obi lança une campagne d'effacement. Elle bloqua ses appels, menaça la mère de Grace d'expulsion, et envoya des espions surveiller chacun des mouvements de Grace. En coulisses, elle passa des appels à ses alliés à l'étranger, s'assurant que la formation de Shuka soit prolongée indéfiniment. Pendant ce temps, elle trava sur son prochain coup, le recrutement. Si elle ne pouvait pas forcer Shuka à oublier Grace, elle séduirait son esprit avec beauté et élégance. Adora, une ancienne reine de beauté et fille de sa plus proche amie, fut convoquée. Elle était magnifique, grande, éloquente, avec une silhouette qui pouvait arrêter la circulation. Lady Obi l'installa dans leur domaine sous le prétexte d'un stage professionnel. Adora était charmante, charmeuse, et formée pour être subtile. Elle,
croisait, accidentellement Shuka, cuisinait ses plats préférés, laissait entendre sa solitude. Mais Shuka la regardait à peine. Chaque fois qu'elle riait, il comparait son rire à celui de Grace, et il le trouvait vide. « Tu perds ton temps, dit-il franchement à sa mère. Je ne veux pas d'elle. » Lady Obi ne répondit pas, mais son silence était chargé de fureur. Puis vint le coup final. Une semaine avant le retour prévu de Shuka, Grace reçut une vidéo. Le décor était sa chambre. La voix était la sienne. Les mots étaient glacials. « Grace, j'ai fait une erreur. Je ne veux pas de ça. S'il te plaît, arrête de me contacter. J'ai tourné la page. » Grace resta figée devant l'écran, la main crispée sur son ventre. Elle ne lui avait même pas encore dit qu'elle était enceinte. Sa mère accourut, en larmes. « Nous devons partir. Nous devons fuir ces gens. Ils te détruiront. » Grace ne parla pas. La vidéo l'avait brisée. Elle pensait que Shuka l'aimait. Elle l'avait cru quand il avait dit qu'il reviendrait. Mais maintenant, tout ce qu'elle avait, c'était un collier, un mensonge et un bébé qu'il ne voulait pas. Elle ne savait pas que Lady Obi avait utilisé une technologie d'intelligence artificielle pour fabriquer l'ensemble du message. Elle ne savait pas que Shuka ignorait tout ce qui se passait. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'amour de sa vie s'était transformé en fantôme, et qu'elle devait recommencer seule. Adora n'avait jamais échoué auparavant. Sa beauté avait fait plier des politiciens. Sa voix avait fait fondre des PDG, et son charme l'avait introduite dans des cercles dont les femmes 2 fois son âge ne pouvaient que rêver. Mais Shuka Obi était différent. On lui avait briefé, fais-le se sentir désiré, admiré, adoré. Fais-lui croire que tu comprends ses fardeaux. Mais Shuka ne la regardait même pas dans les yeux. Il restait enfermé dans son bureau, ruminant, mangeant à peine. Son humour autrefois vif était émoussé par quelque chose que personne autour de lui ne comprenait. Adora tenta tout. Des dîners surprises, des conversations émotionnelles, même prétendre s'intéresser à l'art. Rien ne fonctionnait. C'était comme si son cœur avait été empaqueté dans une boîte et expédié loin, tout comme lui. Lady Obi s'impatientait. « Fais plus d'efforts », lança-t-elle lors d'une de leurs réunions privées. « Tu penses être la seule belle fille de ce pays ? Si je voulais de la beauté seule, j'aurais engagé des mannequins du Cap. » Adora baissa les yeux. « Il n'est pas prêt, madame. Il est brisé. » Et brisé, il l'était. Shuka avait cessé de répondre au message entièrement. Il ne faisait plus confiance à personne. Chaque fois qu'il prenait son téléphone pour appeler Grace, quelque chose le retenait. Et si elle avait vraiment tourné la page ? Et si cette vidéo avait été réelle ? Au fond de lui, il sentait que quelque chose clochait. Mais son orgueil, blessé et fatigué, le maintenait paralysé. Il se lança à corps perdu dans son travail, posant les bases de l'empire qu'il dirigeait maintenant. Mais l'argent ne comblait jamais le vide. Il avait tout, jet, domaine, contrats internationaux. Mais il n'avait pas la paix, et il ne l'avait pas, elle. Il sortait de temps en temps, acceptait des invitations à contre-cœur, mais personne n'arrivait à la cheville de Grace. Il gardait le dessin du collier dans un tiroir verrouillé, le touchant chaque fois qu'il avait besoin de se rappeler ce qu'était le vrai. Et cela arrivait souvent, plus souvent qu'il n'osait l'admettre. De retour chez elle, Lady Obi poursuivait sa mission. Elle paya le propriétaire de Grace pour l'expulser. Elle répandit des rumeurs sur son passé. Elle s'assura qu'aucun dossier médical ne lit jamais le nom de Shuka à l'enfant que Grace portait. Et quand Grace tenta de le contacter une dernière fois, elle fut arrêtée par 2 hommes en costume. « Si tu t'approches encore de lui, tu seras arrêté », l'avertirent-ils. Grace s'effondra en larmes cette nuit-là, serrant son ventre. Sa mère essuya ses larmes et dit « Oublie-le, mon enfant. Nous devons survivre maintenant. » Alors elles déménagèrent loin de Saka, dans une nouvelle ville où personne ne les connaissait, et recommencèrent. Grace vendait des snacks et nettoyait des bureaux. Sa fille, Amaka, naquit une nuit pluvieuse dans une clinique aux lumières vacillantes. Grace la serra contre elle, plongea ses yeux dans les siens, et murmura « Tu n'es pas une erreur. Tu es mon miracle. » Et autour de son cou, elle portait toujours le collier. La seule pièce du passé qui ne pouvait être effacée. Les jours après le départ de Shuka furent comme traverser un cauchemar dont Grace ne pouvait pas se réveiller.
Le silence, autrefois rempli d'attente, résonnait maintenant de trahison. Sa mère la regardait, impuissante, tandis que Grace se fanait lentement, pas physiquement, mais émotionnellement. Elle se déplaçait dans la maison comme une ombre, serrant le collier qu'il lui avait donné comme une bouée de sauvetage. Grace refusait d'y croire au début. Elle repassait la vidéo générée par IA sans cesse, espérant trouver une hésitation dans sa voix, un éclat de vérité qui lui dirait que c'était faux. Mais à chaque visionnage, son cœur se brisait à nouveau. J'ai fait une erreur. Je ne veux pas de ça. S'il te plaît, arrête de me contacter. J'ai tourné la page. La voix était la sienne. Le visage était le sien, mais l'âme derrière était absente. Grace tenta d'écrire des lettres, d'appeler, mais rien ne passait. Sa ligne téléphonique était bloquée. Son email revenait. Elle se rendit même chez lui, pour être refoulée à la grille comme une mendiante. Que avait-elle fait pour mériter cela? Les semaines se transformèrent en mois, et les premiers signes de sa grossesse devinrent impossibles à ignorer. Sa mère remarqua d'abord les nausées, les sautes d'humeur, les envies étranges. Grace confessa un soir, les larmes coulant sur son visage, la tête enfouie dans les genoux de sa mère. « Maman, je suis enceinte. » Sa mère ne cria pas ni ne gronda. Elle soupira simplement et enlaça sa fille. « Alors, nous élèverons cet enfant ensemble, » murmura-t-elle. Mais Lady Hoby n'en avait pas fini. Elle revint, cette fois avec 2 hommes en costume et un document juridique. Elle offrit une grosse somme d'argent à Grace pour qu'elle mette fin à la grossesse et signe un accord de confidentialité. « Mon fils ne sera jamais lié à un enfant du caniveau, » dit-elle froidement. La mère de Grace se leva, furieuse, déchirant l'enveloppe et la jetant à leur visage. « Il lui a donné un enfant. Il lui a donné un avenir. Vous ne pouvez pas effacer cela. » Mais Lady Hoby restait impassible. « Essayez-moi. » Les menaces qui suivirent étaient claires. Grace ferait face à une arrestation pour de fausses accusations, à la diffamation, voire à l'exil si elle ne disparaissait pas. Grace prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle prit le peu d'argent qu'elles avaient et s'enfuit avec sa mère au milieu de la nuit. Elles montèrent dans un bus bondé pour une autre ville où personne ne connaissait leur histoire. Personne ne se souciait qu'elle ait aimé un homme nommé Shuka Hoby. Grace recommença de zéro, nettoyant des salles de classe dans une école secondaire le jour et préparant des snacks la nuit. Elle refusait de laisser la honte la définir. Et quand sa fille naquit, une petite fille à la peau sombre aux yeux expressifs et aux poumons puissants, elle l'appela Amaka. « Dieu est beau, » dit-elle, tenant le nouveau-né contre sa poitrine. Grace ne pleura pas cette nuit-là. Elle sourit, non parce qu'elle était guérie, mais parce que l'enfant dans ses bras valait toute la douleur. Elle attacha le collier autour du berceau d'Amaka et murmura « Un jour, tu comprendras ce que cela signifie, mais pour l'instant, dors. Je porterai l'histoire jusqu'à ce que tu sois assez forte pour l'entendre. » Les années passèrent dans une résilience silencieuse. Grace ne parla plus jamais de Shuka, même quand Amaka posait des questions sur son père. « C'est un voyageur, » disait-elle avec un doux sourire. « Un jour, tu comprendras. » Elle éleva Amaka avec fierté, lui inculquant des valeurs de travail, d'honnêteté et de dignité. Malgré leur pauvreté, Amaka était toujours impeccable. Ses uniformes repassés, son panier pas rempli, même s'il ne contenait que du gari et des arachides. Elle excellait à l'école, souvent en tête de sa classe, souvent trop mature pour son âge. Grace l'observait avec une douleur douce amère. Elle voyait à la fois elle-même et Shuka en cette fille. Elle se disait que ça n'avait pas d'importance qu'il ne soit jamais venu les chercher. Elle se disait qu'elle n'avait pas besoin de lui. Mais parfois, au milieu de la nuit, elle se surprenait à fixer le collier et à se demander « A-t-il jamais pensé à elle ? Était-il seulement au courant ?» Le silence n'était pas seulement extérieur. Il était dans ses os. Grace était devenue une femme de peu de mots, parlant seulement quand nécessaire, souriant quand elle y était forcée, et pleurant seulement quand Amaka dormait. Le fardeau d'élever un enfant seul, de lui cacher la vérité, tout cela pesait lourdement sur son cœur. Et puis vinrent les problèmes de santé. Cela commença par de la fatigue, puis des nausées, puis une perte de poids. Grace l'ignora jusqu'à ce qu'elle s'effondre un après-midi en nettoyant un bureau. Le diagnostic était un cancer du col de l'utérus au stade 2. Très à table, dirent-ils, mais le coup était impossible.
Elle ne le dit pas à Amaka. Au lieu de cela, elle redoubla d'efforts, travaillant plus longtemps, empruntant de l'argent discrètement, et endurant la douleur en silence. Amaka remarqua le déclin. Mais chaque fois qu'elle posait la question, Grace souriait et disait « Juste fatiguée, mon amour ». Mais à l'intérieur, son corps s'effondrait, et l'homme qui aurait dû être là n'était nulle part. De retour à Lagos, Chuka était devenu un titan, un milliardaire avec des intérêts dans le pétrole, la construction et les télécommunications. Mais malgré tout le succès, il y avait toujours une part de lui qui se sentait incomplète. Il n'avait jamais vraiment aimé à nouveau. Il ne s'était jamais marié. Son cœur, autrefois capable d'une affection pure, était devenu prudent et silencieux. Chaque année, pour son anniversaire, il sortait le vieux dessin de ce collier et se demandait « Où est-elle maintenant? Pense-t-elle jamais à moi ?» Il croyait qu'elle avait tourné la page, qu'elle avait épousé quelqu'un de mieux. Mais une partie de lui, celle qui savait encore rêver, murmurait qu'elle ne l'avait pas fait, que peut-être, juste peut-être, le destin les réunirait. Il ne savait pas à quel point il avait raison. Et il ne savait pas que les tempêtes que Grace avait endurées toutes ces années la ramenaient à lui. Pas pour une romance, pas pour des excuses, mais pour une révélation et une rédemption. La pluie ce jour-là arriva sans prévenir, éclaboussant les routes poussiéreuses du quartier d'Amaka, s'infiltrant à travers le plafond de leur petite pièce. Grace était allongée, recroquevillée sur le tapis, une fine couverture sur son corps frêle, les yeux enfoncés, la peau pâle. Amaka était sortie acheter des médicaments quand on frappa à la porte. Fort, délibéré, froid. Grace ouvrit lentement la porte et se retrouva face à une femme qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 20 ans, Lady Obi. Les années n'avaient pas émoussé sa cruauté. Elle se tenait là dans une veste de designer noir, tenant un sac à main plus cher que tout l'appartement. Toujours à vivre comme un rat, à ce que je vois, siffla Lady Obi. Grace ne broncha pas. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle faiblement. Lady Obi entra sans y être invitée, scrutant les murs fissurés et la peinture écaillée. « Je suis venue m'assurer que tu te souviens de notre accord. » Grace toussa violemment, s'appuyant sur le mur pour tenir debout. Il n'y avait pas d'accord. Vous m'avez menacé et chassé. Lady Obi plissa les yeux. Sémantique. Elle sortit une enveloppe et la jeta par terre. Tiens, prends ça. C'est plus qu'assez pour disparaître à nouveau. Cette fois, pour toujours. Grace ne se baissa pas pour la ramasser. Il mérite de savoir, dit-elle. Elle mérite de savoir. Lady Obi rit. Elle mérite une vie sans scandale. Veux-tu qu'on se moque d'elle? Qu'on la traite de bâtarde? Je connais des gens. Je contrôle des choses. Si tu parles à mon fils, je vous ruinerai toutes les deux. Grace murmura, il m'aimait. Vous lui avez menti. La voix de Lady Obi devint basse. Et tu penses qu'il te croira maintenant? Après 20 ans? Il a tourné la page. Tu n'es qu'une femme malade qui s'accroche à un collier et à une illusion. Grace s'effondra dans une chaise, faible de rage et de douleur. Lady Obi se pencha près d'elle, son parfum envahissant. Laisse le passé mourir, ou je le tuerai moi-même. Sur ce, elle tourna les talons et partit. La pièce sembla plus froide après son départ, les murs se refermant davantage. Amaka revint peu après et trouva sa mère tremblante, l'enveloppe intacte sur le sol. « Maman, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. Grace secoua la tête. « Rien, mon amour. Juste quelqu'un du passé. » Elle glissa l'enveloppe sous une pile de vieux vêtements et sourit faiblement, mais à l'intérieur, elle se brisait. La visite de Lady Obi lui rappela tout ce qu'elle avait enfoui et tout ce qu'elle devait protéger. Grace savait qu'elle mourrait. Elle savait que le temps lui manquait, mais elle n'était pas prête à transmettre une vérité brisée à sa fille. Pas encore. Elle avait une dernière tâche, s'assurer que lorsque la vérité éclaterait, ce serait selon ses termes. Pas ceux de Lady Obi, ni ceux du monde, mais les siens. Pour chaque hier et chaque demain. Amaka se levait toujours avant le soleil. La boulangerie ne lui donnait que 2 plateaux de pain à vendre chaque matin, et si elle n'arrivait pas assez tôt au bord de la route, les meilleurs emplacements étaient pris. Elle se déplaçait rapidement, équilibrant son plateau sur la tête, une sacoche en bandoulière, et ce même collier autour du cou. Le collier que sa mère ne lui permettait jamais de retirer,
même lors de ses jours les plus malades. Elle ne comprenait pas pourquoi il était si important, mais elle le respectait. C'était un cadeau de quelqu'un qui comptait tout pour moi, disait sa mère avec ce regard lointain dans les yeux. Amaka se demandait toujours qui il était. Un amant, un ami, son père? La dernière question restait toujours tue. Grace n'y répondait jamais, et Amaka avait appris à ne plus poser la question. Elle se concentrait plutôt sur leur survie. Le peu d'argent qu'elle gagnait en vendant du pain, son travail à temps partiel de nettoyage dans une école privée locale, et les cours du soir qu'elle donnait à des enfants dont les parents pouvaient à peine payer. Elle était fatiguée, mais fière. Ce matin-là avait commencé comme n'importe quel autre, jusqu'à ce que l'homme dans le SUV noir revienne. Il ne sortit pas cette fois. Il resta assis à l'arrière, sa vitre teintée à moitié baissée. Elle l'avait déjà vu. Grand, élégant, les yeux intenses. Quelque chose dans la façon dont il la regardait la rendait nerveuse. Pas de manière effrayante, mais d'une manière qui troublait son esprit. Il ne la regardait pas seulement. Il la voyait, comme si elle lui rappelait quelqu'un enfoui dans sa mémoire. Elle ajusta le collier, sentant son poids, puis détourna rapidement les yeux et offrit un doux « Bonjour, monsieur ». Il ne répondit pas, se contentant de hocher la tête. Son chauffeur acheta à nouveau du pain, paya trop, et ne dit rien. Amaka prit l'argent, perplexe. Elle avait déjà rencontré des riches, arrogants, bruyants, ostentatoires. Mais cet homme était silencieux, hanté. Elle se demandait s'il souffrait. Elle ne savait pas qu'elle était celle qui ravivait son passé. Cette nuit-là, Grace était trop faible pour s'asseoir. Ses lèvres étaient sèches, sa respiration superficielle. Amaka lui prépara une soupe légère et la nourrit lentement. Grace tenta de parler, mais sa voix tremblait. « Si je ne m'en sors pas, va chercher la boîte sous mon lit », murmura-t-elle. « Il y a des lettres, des vérités. Tu mérites de savoir. » Amaka se figea. « Maman, ne parle pas comme ça, supplia-t-elle. Grace offrit un sourire fatigué. « Je ne parle pas comme ça. Je prépare. La vie a une façon de te surprendre, mon enfant. Et quand elle le fait, tu auras besoin de réponses plus que de n'importe quoi d'autre. » Amaka n'insista pas. Elle tint la main de sa mère jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais son cœur était agité. Quelque chose se passait. Elle le sentait. Et d'une certaine manière, elle savait que l'homme dans la voiture noire, le collier, et le silence que sa mère portait depuis des années étaient tous des fragments de la même histoire. Une histoire qu'elle avait vécue toute sa vie sans réaliser qu'elle en faisait partie. Shuka ne pouvait plus l'ignorer. La fille hantait chacune de ses pensées éveillées depuis qu'il l'avait vue. La façon dont elle glissait le collier sous son chemisier en souriant. La manière dont ses yeux dansaient comme ceux de Grace lorsqu'elle parlait. Il s'était toujours dit que certaines blessures étaient trop profondes pour être rouvertes, que Grace était probablement partie depuis longtemps ou heureusement mariée à quelqu'un d'autre. Mais ce collier, ce médaillon précis, détruisit toutes ses excuses. Ce soir-là, il se servit un verre et fixa la grande fenêtre de son manoir donnant sur l'horizon de la ville. Il ne s'était pas senti aussi instable depuis des années. Dans une décision soudaine, il appela son assistant, un homme loyal nommé Yuzo, et dit « Je veux savoir qui elle est. Tout. Son nom complet, sa famille, où elle vit, où elle travaille. » Silencieusement, sans erreur. Yuzo, sentant l'urgence dans la voix de son patron, répondit simplement « Oui, monsieur ». Dans les 48 heures, Yuzo revint avec un dossier. Shuka s'assit derrière son grand bureau en chêne, les doigts tremblants en feuilletant les documents. Son nom était Amaka Grace Nwokwa. Son souffle se coupa. Grace, sa mère s'appelait Grace Nwokwa. Âge, 44 ans. État de santé, cancer du col de l'utérus en phase terminale. Profession, femme de ménage et vendeuse au bord de la route. Dernière adresse connue, Adigota. Aucun enregistrement de mariage. Aucune trace d'impair. Aucun historique de tutelle légale. Les yeux de Shuka se brouillèrent. Il ferma le dossier et s'adossa à sa chaise, le cœur battant. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne pouvait pas l'être. Grace n'avait pas tourné la page. Elle ne s'était pas mariée. Elle ne l'avait pas effacée. Elle avait simplement disparu. Ou peut-être avait-elle été forcée de disparaître. Tous les doutes qu'il avait ignorés pendant des années affluèrent.
La vidéo IA, les messages qui n'étaient jamais arrivés, la façon dont sa mère éludait toujours les questions à son sujet. Il commença à trembler. Que s'était-il vraiment passé? Cette nuit-là, il conduisit lui-même. Pas de chauffeur, pas de garde du corps, juste lui et l'écho doux d'un chagrin d'amour revenant frapper son âme. Il conduisit sous la pluie, naviguant dans les rues étroites et inconnues d'Agunola, jusqu'à trouver le bâtiment indiqué dans le dossier, un petit complexe avec des murs en ciment fissurés et des grilles en fer rouillé. Il se gara et fixa la porte d'entrée. Il ne pouvait pas entrer. Pas encore. Il n'était pas prêt. Au lieu de cela, il resta dans sa voiture, observant une voisine jeter de l'eau, un enfant courir dans la cour après une chèvre, puis la porte s'ouvrit. Une fille sortit, tenant un parapluie, pieds nus, son écharpe nouée lâchement. C'était elle, Amaka. Il la regarda aider une vieille femme à s'installer dans une chaise près de la porte, puis ajuster une bâche pour protéger de la pluie. Elle avait la gentillesse de Grèce, la force de Grèce, mais elle avait aussi ses yeux. Et à cet instant, Shuka sut la vérité. Il ne regardait pas seulement la fille de la femme qu'il avait aimée. Il regardait sa fille. Le lendemain matin, Shuka revint. Cette fois, vêtu de vêtements modestes, du genre qui ne criait pas la richesse, il attendit qu'Amaka parte avec son plateau de pain avant de sortir de sa voiture et de s'approcher de la porte. Il frappa doucement, une pause. Puis la porte s'ouvrit lentement, et il la vit. Grèce, plus âgée, plus mince, son visage avait perdu sa douceur juvénile, ses yeux enfoncés. Mais c'était elle. Elle suffoqua, la main volant à sa bouche, le collier scintillant encore faiblement sur sa poitrine. Shuka se figea. Le monde bascula. Aucun d'eux ne parla pendant longtemps. Enfin, Grèce murmura, « Tu es vivant ». Shuka avança, la voix brisée. « Je t'ai cherché. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais pas pour Amaka. Je ne savais rien. » Les yeux de Grèce se remplirent de larmes. C'est un mensonge. Elle se détourna et rentra à l'intérieur, laissant la porte ouverte. Shuka entra lentement, submergé par la familiarité de sa présence. Le petit appartement était propre mais sommairement meublé, un tapis, une table, 2 chaises en plastique, et une étagère remplie de vieux livres. Grèce s'assit faiblement, toussant dans son écharpe. Il s'approcha d'elle, s'agenouillant près de la chaise. « S'il te plaît, dit-il, aide-moi à comprendre. J'ai besoin de savoir. » Grèce le fixa longtemps, puis désigna une petite boîte en bois près du mur. « Tout est là-dedans, » murmura-t-elle. « J'ai tout écrit au fil des années. Je pensais qu'un jour, peut-être... » Shuka ouvrit la boîte et trouva des lettres non envoyées, usées au bord. Des lettres détaillant sa grossesse, la vidéo IA, les menaces de sa mère, l'expulsion, la peur. Les larmes coulaient sur son visage à chaque mot. Chaque phrase était un poignard. « Elle m'a dit que tu avais envoyé cette vidéo, » dit Grèce faiblement. « Elle m'a offert de l'argent. Elle a dit qu'elle ruinerait ma vie si je ne disparaissais pas. » Shuka enfouit son visage dans ses mains. « Je te jure, je n'ai jamais dit ces mots. Je n'ai jamais envoyé ce message. Je pensais que tu m'avais quitté. » Grèce eut un sourire amer. « Et moi, je pensais que tu m'avais abandonné. Alors, nous avons tous deux souffert en silence pendant que ta mère gagnait. » Shuka la regarda, les yeux pleins de douleur. « J'aurais dû me battre plus fort. » Grèce toucha son bras. « Nous étions jeunes, et ta mère était puissante. Mais Amaka, elle est tout. » Il hocha la tête. « Je l'ai vue. Elle est parfaite. » Grèce ferma les yeux. « Ne me la prends pas. Ne laisse pas ton monde la détruire aussi. » Shuka secoua la tête. « Non, je veux juste la connaître. Je veux être ce qu'elle me permettra d'être. » Grèce sourit faiblement. « Alors, gagne-le lentement. Comme la pluie. Toutes les tempêtes ne sont pas violentes. » Et avec cela, un nouveau chapitre commença, rempli de culpabilité, de guérison, et du fil fragile d'un lien en retard de 20 ans. Le soleil qui pénétrait dans le petit appartement le lendemain matin était doux, presque hésitant, comme conscient de la lourdeur qui planait dans l'air. Shuka revint, cette fois avec des provisions et des médicaments. Grèce était allongée faiblement sur le tapis, son corps plus fragile que la veille. Elle leva les yeux et lui lança un regard mêlant épuisement et résignation. « Tu es revenu,
murmura-t-elle. Shuka s'assit doucement à côté d'elle. Je ne vais nulle part, dit-il. Puis il sortit la pile de lettres à nouveau, les étala devant elle, et lui demanda de tout raconter de sa propre voix. Avec un soupir mêlant douleur et soulagement, Grace commença. Sa voix tremblait alors qu'elle parlait de comment elle l'avait attendu pendant des semaines après son départ, portant toujours le collier, s'accrochant à l'espoir. Puis vint la vidéo IA, une invention fabriquée avec une précision cruelle par l'équipe de Lady Hobby. La voix était la sienne. La pièce ressemblait à la sienne, mais le cœur du message était vide. J'ai pensé que tu avais changé, dit-elle. J'ai pensé que j'étais juste une autre pauvre fille que tu voulais oublier. Shuka secoua la tête, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Je te jure que je n'ai jamais dit ça. Je ne savais même pas que l'IA pouvait faire ça à l'époque. Les lèvres de Grace tremblaient. Ta mère est venue me voir. Elle a amené des hommes en costume. Elle m'a dit d'avorter l'enfant. Elle m'a dit de disparaître ou d'être arrêtée. Je n'avais rien. Personne. Sa voix se brisa en détournant le regard. Je pensais que tu savais. Je pensais que tu l'avais envoyé. Shuka tendit la main et prit la sienne doucement. Si j'avais su, Grace, si j'avais su, j'aurais mis le monde à feu pour te retrouver. Elle rit tristement. Mais tu ne l'as pas fait. Et j'ai élevé Amaka seule. Shuka baissa la tête. Tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Et maintenant, c'est trop tard pour réparer quoi que ce soit, n'est-ce pas? Grace ne répondit pas immédiatement. Puis elle dit doucement, il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, mais il est trop tard pour effacer les cicatrices. Ils restèrent assis en silence pendant longtemps. À l'extérieur, les enfants jouaient et riaient, inconscients de la gravité de ce qui se déroulait à l'intérieur. Shuka posa enfin la question qui le hantait depuis qu'il avait vu Amaka. C'est elle que je suis son père. Grace secoua la tête. Non, je ne lui ai jamais dit. Elle sait que tu m'as donné le collier. Elle sait que tu comptais quelque chose, mais pas qui tu es. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle espère quelqu'un qui ne venait jamais. Shuka hocha lentement la tête. Alors, laisse-moi lui dire, s'il te plaît. Grace le regarda avec des yeux qui avaient connu trop de chagrin. Ne lui dis pas avec des mots. Montre-lui. Laisse-la voir quel genre d'homme tu es maintenant. Laisse-la choisir si elle veut te connaître. Shuka ravala la boule dans sa gorge. Je le ferai. Je te le promets. Et cette promesse, bien que tardive, fut la première brique d'un pont qu'il savait devoir construire. Un pont entre le passé qu'il avait perdu et l'avenir qu'il espérait gagner. Amaka rentra ce soir-là et trouva l'appartement plus rangé que d'habitude. La vaisselle était faite. La couverture de sa mère avait été changée, et une odeur chaude de soupe de poivre flottait dans le coin cuisine. Maman, appelait-elle. Grace était assise, les joues un peu plus roses, les yeux un peu plus clairs. J'ai eu un visiteur, dit-elle simplement. Amaka fronça les sourcils. Cet homme encore? Celui dans la voiture noire? Grace hocha la tête. Il s'appelle Shuka. Amaka le fixa. Pourquoi ce nom me semble-t-il familier? Grace hésita, puis sourit faiblement. Peut-être parce que je le disais dans mon sommeil. Amaka ne rit pas. Quelque chose dans la façon dont sa mère prononçait son nom semblait chargé. Elle aida sa mère à manger, rangea, et essaya de ne pas poser plus de questions. Mais cette nuit-là, allongée à côté de Grace dans le lit, elle murmura « Est-ce qu'il est mon père ?» Grace ne répondit pas. Son silence était suffisant. Et juste comme ça, le monde qu'Amaka pensait connaître bascula légèrement. Pendant ce temps, Shuka était assis seul dans son manoir avec ses pensées, rongé par une culpabilité si intense qu'il pouvait à peine respirer. Il regardait son reflet dans le miroir, cherchant l'homme qu'il était autrefois. Le garçon qui avait donné un collier à une fille au bord d'une rivière et lui avait promis le monde. Ce garçon était parti depuis longtemps. À sa place, un homme qui avait construit des empires sur des briques brisées, qui avait réduit son cœur au silence pour l'héritage. Et qu'est-ce que l'héritage lui avait donné? Des couloirs vides, des connexions superficielles, une fille qu'il ne connaissait pas. Il pensait à toutes les fois où il aurait pu chercher plus fort, poser plus de questions, défier sa mère. Mais il ne l'avait pas fait. Et maintenant, la petite fille qu'il aurait pu tenir, protéger, regarder grandir,
était devenue une femme avec des blessures qu'il n'avait jamais vues. Une femme qui le regardait avec méfiance au lieu de reconnaissance. Il avait manqué toute sa vie. C'était une forme de mort en soi. Déterminée à commencer quelque part, Shuka commença à laisser de petits cadeaux près de leur porte. Pas des cadeaux coûteux, mais des attentions réfléchies. Un paquet de ses snacks préférés. Une paire de chaussures neuves à sa taille exacte. Un livre sur la littérature des femmes africaines, quelque chose qu'elle avait mentionné à une voisine. Il n'y attachait jamais son nom, juste des gestes discrets, espérant adoucir la distance. Au travail, il se trouvait distrait, annulant des réunions, ignorant des accords. Son personnel chuchotait sur son changement de comportement. Mais Shuka s'en moquait. Pour une fois, les affaires pouvaient attendre. Il commença à préparer un dossier, tout ce dont elle aurait besoin si elle l'acceptait un jour. Un fonds fiduciaire, un accès aux meilleurs soins médicaux pour Grace, même des plans pour les reloger dans un quartier plus sûr. Il ne le faisait pas pour l'impressionner. Il le faisait parce que c'était juste. Il avait perdu tant de temps, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il encore être le père qu'elle n'avait jamais eu, sinon en titre, du moins en action. Le manoir Obi se dressait comme une forteresse dans le quartier huppé d'Ikoyi. Ses hautes grilles et ses murs polis formaient un contraste cruel avec le monde fragile dans lequel Grace et Amaka survivaient. Shuka franchit les portes d'entrée ce soir-là, le visage crispé de rage. Les domestiques s'écartèrent nerveusement alors qu'il se dirigeait vers le salon au sol de marbre. Lady Obi était assise sur un canapé en velours, sirotant une tisane et parcourant sa tablette. Elle leva les yeux nonchalamment. « Tu as l'air tendu, dit-elle. » Shuka ne sourit pas. « Que as-tu fait à Grace ?» demanda-t-il, la voix basse mais mortelle. Le sourire de Lady Obi ne vacilla pas. « Je t'ai protégée, comme toute bonne mère le ferait. » Shuka s'approcha. « Tu lui as envoyé une fausse vidéo. Tu l'as menacée. Tu l'as forcée à disparaître. Et à cause de toi, j'ai manqué toute la vie de ma fille. » L'air changea. Le sourire de Lady Obi se fissura. « Tu l'as retrouvée, dit-elle lentement. Et maintenant? Tu vas l'amener dans cette maison? La parader comme ton héritière? Tu vas salir notre nom avec du sang de bidonville. » La voix de Shuka s'éleva, la fureur éclatant. « Ne t'avise pas de parler d'elle comme ça. Grace était la seule chose réelle dans ma vie. Et Amaka, elle est tout ce que j'ai toujours voulu être. Intelligente, forte, compatissante. Pas comme ça. Cet empire de cruauté polie que tu as construit. » Lady Obi se leva, l'expression désormais dure. « J'ai fait ce que je devais faire. Cette fille t'aurait ruiné. Tu aurais tout abandonné pour une roturière. Je te sauvais de toi-même. » Shuka secoua la tête. « Tu ne me sauvais pas. Tu me contrôlais. Et tu as brisé des gens pour protéger un nom. » La voix de Lady Obi trembla légèrement. « Je t'ai élevé. J'ai construit cet héritage. Tu n'as pas le droit de le jeter pour une erreur que tu as faite étant garçon. » Shuka s'avança, les yeux flamboyants. « Elle n'était pas une erreur. Elle était la meilleure chose qui me soit arrivée, et tu l'as détruite. » Il y eut un silence. Puis Lady Obi, la voix empreinte de venin, dit « Si tu l'es choisi, tu n'es plus mon fils. » Shuka ne sia pas. Si choisir l'amour, la vérité, et mon propre enfant signifie te perdre, qu'il en soit ainsi. Il tourna les talons et sortit, ses pas résonnant dans le manoir froid. Pour la première fois, Lady Obi s'assit, secouée. Elle avait toujours cru que le pouvoir la protégerait des conséquences. Mais cette fois, le fils qu'elle avait façonné à son image s'était détourné, non pas avec la haine, mais avec une clarté qui, plus que tout, l'effrayait. Dehors, Shuka respira profondément. La pluie s'était remise à tomber, mais elle semblait différente maintenant, purificatrice. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Je viens pour vous, Amaka. » Pas en tant que milliardaire, pas en étranger, mais en tant que père, si vous me le permettez. La nuit était plus froide que d'habitude, et bien que les fenêtres soient fermées, un froid étrange s'infiltrait dans la petite pièce. Grace s'était affaiblie ces derniers jours. Sa voix, désormais à peine audible, ses yeux ternis par l'épuisement. Amaka était assise à ses côtés avec un linge humide, tamponnant doucement son front. Elle avait remarqué quelque chose de différent chez sa mère depuis les visites de Shuka.
Une paix étrange mêlée d'urgence. Grace avait écrit presque sans arrêt lors de ses moments de lucidité, ne s'arrêtant que lorsque ses mains tremblaient trop pour tenir le stylo. « Que écris-tu, maman ?» avait demandé Amaka une fois. Grace avait souri faiblement. « Les choses que j'aurais dû dire, et celles que je n'ai jamais pu dire. » Ce soir-là, alors que la pluie tapait doucement sur le toit et que la lumière des bougies vacillait dans les ombres, Grace appela Amaka près d'elle. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose, » murmura-t-elle. « Quoi qu'il arrive, ne laisse pas la douleur voler ta joie. Ne laisse pas le passé fermer ton cœur à l'amour. » Amaka ravala la boule dans sa gorge. « Maman, ne parle pas comme ça, supplia-t-elle. Mais Grace sourit, fatiguée. « Je ne parle pas comme ça. Je prépare. La vie a une manière de te prendre par surprise, mon enfant. Et quand elle le fait, tu auras besoin de réponses plus que de courage. » Grace prit sa main et pressa un papier plié dedans. « Quand je partirai, donne-lui ça. Ne le lis pas. Ce n'est pas pour toi. » Amaka hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Tu le lui donneras toi-même, » dit-elle, la voix tremblante. Mais Grace se contenta de sourire, les yeux doux. « Non, mon amour. Mon temps est presque écoulé. Mais ton histoire, elle ne fait que commencer. » Cette nuit-là, tandis qu'Amaka s'assoupissait à côté de sa mère, tenant sa main, Grace prit son dernier souffle. Ce fut calme, si doux qu'on aurait presque dit un sommeil. Sa poitrine cessa de se soulever, et ses lèvres s'incurvèrent en un sourire à peine perceptible. Quand Amaka se réveilla 1 heure plus tard et la toucha, sa peau était froide. Un cri déchira sa gorge, réveillant les voisins. Ils accoururent, mais il était trop tard. Grace Nwokwa, la femme qui avait enduré la perte, la trahison et la solitude, était partie. Et dans ses mains, encore serrées même dans la mort, se trouvait le bord de la couverture de sa fille, comme si elle s'y accrochait encore. L'enterrement fut petit et douloureux. Shuka arriva, se tenant à l'écart, silencieux, vêtu de vêtements simples et de lunettes de soleil. Il ne parla pas. Il ne pleura pas. Mais lorsque le cercueil fut descendu dans la terre, il tomba à genoux et pressa sa paume contre la terre. Il l'avait retrouvée pour la perdre à nouveau. Et cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance. Les jours après l'enterrement passèrent dans un flou pour Amaka. Elle parlait à peine. Elle mangeait à peine. Elle portait son chagrin comme un lourd manteau, avançant à travers chaque heure avec un cœur engourdi. Le monde continuait, comme toujours, mais pour Amaka, tout s'était arrêté. Le petit appartement semblait un tombeau, chaque coin résonnant de la voix de sa mère, de son rire, de sa toux. Le matelas portait encore l'empreinte de son corps, et le collier pendait toujours autour du cou d'Amaka, plus lourd que jamais. Le 3e jour après l'enterrement, elle ouvrit la boîte sous le lit, celle dont sa mère lui avait parlé avant de mourir. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des entrées de journal, et des coupures de journaux pliés. Au fond, il y avait la lettre adressée à Shuka Obi. Elle la prit avec des mains tremblantes, hésitant à l'ouvrir. Mais quelque chose en elle lui dit non. Sa mère lui avait fait confiance. Elle honorerait cela. Plus tard dans la semaine, Shuka revint. Il n'appela pas. Il n'envoya pas de chauffeur. Il vint seul, comme un homme s'approchant d'une tombe. Amaka ouvrit la porte lentement lorsqu'il frappa. Elle semblait différente, plus vieille d'une certaine manière, pas physiquement, mais dans sa présence. Ses yeux, autrefois pleins d'espoir, portaient désormais une force tranquille, née du chagrin et de trop de questions sans réponse. Elle ne l'invita pas à entrer, mais ne le renvoya pas non plus. « J'ai quelque chose pour vous », dit-elle, et lui tendit la lettre. Shuka la prit avec révérence, comme si elle venait de lui confier un nouveau-né. Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'assit sur le banc à l'extérieur du complexe, tandis qu'Amaka se tenait près de la porte, les bras croisés. « Je l'aimais, dit-il enfin. Chaque jour de ma vie, même quand je ne savais pas le montrer. » Amaka ne répondit pas. Elle le fixa longtemps. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu pour nous ?» demanda-t-elle doucement. Shuka la regarda avec des yeux pleins de culpabilité. « Parce que je ne savais pas que vous existiez, et quand je l'ai su, c'était trop tard. » Il ouvrit la lettre. L'écriture de Grace était légère mais élégante. Elle y racontait la nuit qu'ils avaient partagée, le jour où elle avait découvert qu'elle était enceinte, l'horreur de la vidéo IA, les menaces, l'exil.
Mais plus que cela, la lettre ne parlait pas du passé. Elle parlait de l'avenir. Elle lui demandait de prendre soin d'Amaka, pas avec de l'argent, mais avec sa présence. Elle n'a pas besoin d'un milliardaire, disait la lettre. Elle a besoin d'un père, et vous lui devez cela. Les larmes montèrent aux yeux de Shuka. Il plia soigneusement la lettre et la glissa dans sa veste. Puis il regarda Amaka. Je ne sais pas comment être ce dont vous avez besoin, mais je suis prêt à apprendre si vous me le permettez. Amaka ne dit pas oui. Mais elle s'approcha et s'assit à côté de lui. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle se laissa pleurer, non pas de chagrin, mais de soulagement. Et alors que le soleil se couchait sur la route poussiéreuse, le collier autour de son cou scintilla, non plus comme un symbole de tristesse, mais d'espoir. Les semaines qui suivirent furent étranges pour Amaka. Elle n'était pas habituée à ce que les gens prennent de ses nouvelles, envoient des messages pour demander si elle avait mangé, ou passent juste pour déposer des mangues ou des livres. Mais Shuka faisait ces choses. Il n'essayait pas d'acheter son amour. Il ne faisait pas étalage de sa richesse ni ne lui offrait des vêtements de marque. Il se contentait d'être là. Parfois, il apportait des provisions. Parfois, il s'asseyait simplement avec elle en silence. Et lentement, quelque chose en Amaka commença à s'adoucir. Elle se retrouva à rire à nouveau, même si ce n'était que rarement. Elle commença à lui poser des questions sur son travail, son enfance, ses regrets. Il répondait à tout honnêtement, sans réponse préparée. Il parlait de sa mère, du manoir qu'il détestait, du vide des salles de réunion remplies de gens qui ne le connaissaient pas. Et à chaque fois qu'il parlait, elle découvrait une nouvelle facette de lui. Pas le milliardaire, mais l'homme qui avait aimé une fille nommée Grace et n'avait jamais cessé de la pleurer. Un après-midi, Amaka l'emmena à l'école où elle donnait des cours particuliers aux enfants. Le personnel et les élèves furent stupéfaits de voir le célèbre Shuka Obi franchir les portes, mais il minimisa tout. Il s'assit sur un banc cassé, écoutant les enfants réciter des poèmes, riant lorsqu'un petit garçon l'appela accidentellement « Papa Pain ». Amaka observa la façon dont il interagissait, si naturelle, si présente, et cela remua quelque chose en elle. Ensuite, ils rentrèrent lentement à pied, et elle demanda « Avez-vous déjà voulu des enfants ?» Shuka hocha la tête. « Oui. Je pensais juste que cette porte était fermée pour moi. » Elle le regarda un instant. « Eh bien, je suis là maintenant. » Ce soir-là, il lui donna une petite boîte en velours. À l'intérieur, pas de bijoux ni d'or, mais une note pliée qui disait simplement « Recommençons ». Elle ne pleura pas. Elle ne parla pas. Elle le serra fort dans ses bras. Et pour la première fois de leur vie, ils surent enfin ce que signifiait avoir une famille. Ils ne précipitèrent rien. Shuka ne la fit pas emménager dans son manoir. Il aida plutôt à rénover l'appartement. Il régla les factures médicales anonymement et inscrivit discrètement le nom d'Amaka dans un fonds de bourse dont elle ignorait l'existence. Il voulait qu'elle grandisse, pas qu'elle soit secourue. Et Amaka, à son tour, commença à lui faire redécouvrir la vie en dehors de l'argent. Elle l'emmena dans des gargotes au bord de la route, le fit rire avec des marchandes du marché, lui montra la joie dans les choses ordinaires. Elle lui apprit à être simple à nouveau. Et chaque fois qu'il la regardait, il voyait Grace, pas seulement dans son visage, mais dans son feu. L'amour qui semblait perdu à jamais était encore vivant, pas comme une romance, mais comme un héritage. Et il vivait en Amaka, une fille qu'il ne connaissait pas, une fille qu'il ne perdrait plus jamais. La tension qui planait sur le domaine Obi le jour où Shuka annonça sa décision était palpable. Pendant des années, il avait laissé sa mère contrôler discrètement le récit familial. Avec qui il s'associait, quel type de femme il était autorisé à fréquenter, quel héritage il pouvait laisser. Mais tout changea lorsqu'il entra dans la salle du conseil familial et déclara que sa fille, Amaka Grace Obi, serait publiquement reconnue et légalement enregistrée. Des murmures parcoururent la salle. Les cadres chuchotaient entre eux, les yeux se tournant vers Lady Obi, assise rigide à la tête de la table. Son visage restait un masque de calme soigneusement construit, mais ses yeux acérés et calculateurs, étaient assez froids pour trancher le granit. « Vous plaisantez, dit-elle enfin, la voix douce mais venimeuse. Vous avez l'intention d'embarrasser cette famille avec une enfant née d'un scandale. » Shuka se tenait calmement, les mains jointes derrière lui, chaque pouce incarnant la figure imposante qu'il était devenu.
Vous avez déjà embarrassé cette famille lorsque vous avez orchestré un mensonge qui a détruit la vie d'une femme, répondit-il. Je ne continuerai pas cet héritage. Amaka n'est pas un scandale. C'est ma fille, et elle portera notre nom, que cette table l'approuve ou non. La main de Lady Obi trembla légèrement, ses phalanges blanchissant contre le bois poli de l'acajou. J'ai construit cet empire de mes propres mains. Je t'ai protégé de la pauvreté, de te ruiner pour une roturière, et maintenant tu me remercies en traînant une bâtarde dans notre nom. Sa voix s'éleva alors qu'elle se levait. Je ne le permettrai pas. La voix de Shuka baissa presque à un murmure, mais la salle entière se tut. Alors, renie-moi. Coupe-moi les vivres. Détruis l'image que tu veux, mais je ne renierai pas ma fille pour ton confort. Le silence était assourdissant. La bouche de Lady Obi s'ouvrit, puis se referma. Elle n'avait jamais été défiée ainsi. Pas par Shuka, pas par le fils qu'elle avait façonné dès la naissance pour refléter sa force. Mais à cet instant, elle réalisa qu'elle n'avait pas réussi à lui arracher son cœur. « Tu jettes tout, dit-elle doucement. « Non, répondit Shuka. Je le reprends. » Il tourna les talons et sortit sans un mot de plus, laissant derrière lui la salle du conseil, l'héritage bâti sur une ambition froide, et la mère qui lui avait coûté l'amour de sa vie. Dehors, la presse commençait déjà à se rassembler. Les rumeurs sur sa mystérieuse fille avaient commencé à fuiter. Mais Shuka n'avait pas peur. Ce soir-là, lors d'un dîner privé qu'il organisa pour Amaka dans un restaurant modeste près de l'ancien quartier de Grèce, il lui raconta tout, pas seulement sur la salle du conseil, mais sur le conflit. « Je t'ai choisi, dit-il simplement. Et je continuerai de te choisir, même si cela me coûte tout. » Amaka tendit la main à travers la table, et pour la première fois, elle ne se sentit pas comme une fille qui avait perdu sa mère. Elle se sentit comme une femme enfin vue. C'était une matinée calme au cimetière de Grèce, envahie de mauvaises herbes douces, mais toujours entretenue. Amaka se tenait près de la pierre tombale, tenant un petit bouquet de lys dans une main et une boîte à collier dans l'autre. Shuka se tenait à côté d'elle, vêtue simplement d'un jean et d'une chemise. Pas de garde du corps, pas de presse, juste un homme et sa fille rendant visite à la femme qui avait changé leur vie. Amaka s'agenouilla près de la tombe et brossa doucement la terre de l'inscription gravée. « Grèce Nwokwa, mère aimée, âme reposée. J'aimerais que tu sois là, murmura-t-elle. Pour que tu puisses voir ce que ton amour a créé. Pour que tu puisses l'entendre le dire lui-même. » Sa voix se brisa, et elle sentit la main de Shuka sur son épaule. Il s'agenouilla à côté d'elle et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un médaillon en or en forme de cœur, identique en forme à celui qu'il avait donné à Grèce des années auparavant. Mais celui-ci portait une nouvelle gravure, pour chaque demain que tu n'as jamais vu. « Je l'avais fait faire pour elle, dit-il doucement. Mais elle n'a jamais pu le porter. Je veux que tu l'aies. » Amaka regarda le collier, puis lui. « Je ne veux pas de remplacement, dit-elle, les larmes aux yeux. Je veux garder le sien. L'ancien. » Shuka sourit, les yeux embués. « Alors, porte-les tous les deux. L'un pour son souvenir, et l'autre pour ton avenir. » Elle hocha lentement la tête et attacha le nouveau collier autour de son cou. Il reposait juste au-dessus de l'ancien. Deux cœurs côte à côte, deux vies connectées. Ils restèrent là un moment encore, en silence, laissant le vent porter leurs pensées. À cet instant, peu importait que leur début ait été brisé ou qu'il ait fallu des années pour découvrir la vérité. Ce qui comptait, c'était que l'amour de Grèce, autrefois enterré par des mensonges, avait ressuscité dans la dignité de sa fille et la rédemption de son père, et il ne serait plus jamais enterré. En s'éloignant de la tombe, main dans la main, Shuka se retourna une dernière fois. « Tu as volé mon passé, » murmura-t-il sous son souffle, imaginant le visage de sa mère. « Mais tu ne toucheras jamais mon avenir. » De retour chez elle, Amaka plaça le nouveau collier à côté d'une photo encadrée de Grèce sur l'étagère. Elle ne se sentait plus comme une pauvre fille. Elle ne se sentait plus orpheline. Elle se sentait entière. Et lorsqu'elle regarda son reflet dans le miroir, aux deux colliers sur sa poitrine, elle ne vit pas seulement des bijoux. Elle vit la force, la survie, et une histoire qui n'était plus cachée. C'était le collier d'hier et l'héritage de chaque demain. Elle était maintenant prête à vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez-le dans les commentaires. Assurez-vous de liker,
commentez et vous abonnez à ma chaîne YouTube pour plus de contenu.